Un millionnaire a forcé une femme de ménage à jouer du piano au milieu de sa soirée, dans le seul but de l'humilier devant tous ses invités. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme cachait un secret capable de réduire au silence la salle entière et de détruire sa réputation en quelques minutes. Joue, maintenant. Le salon se figea. Hélène recula, son chiffon de nettoyage encore à la main. Arnaud de la Roche croisa les bras, un sourire cruel dessiné sur son visage. J'ai dit, joue du piano. 50 invités tournèrent de la tête. Certains ricanèrent, d'autres sortirent leur téléphone. Hélène sentit le poids de chaque regard, chaque murmure, chaque rire étouffé. Monsieur de la Roche, je dois finir de servir. Tu vas jouer. Il désigna le piano à queue au centre du salon. 50 000 € d'acajou poli. Ou tu préfères chercher un autre travail dès demain? Béatrice, sa femme, porta la main à sa bouche pour dissimuler un rire. Deux de ses amis l'imitèrent. Théo, le fils, filmait déjà la scène avec son portable, un sourire mauvais sur son jeune visage. Hélène regarda vers la porte. Bien trop loin. Un agent de sécurité bloquait la sortie. Elle jeta un œil aux autres employés. Tête baissée. Personne n'osait intervenir. Tout le monde attend. Arnaud frappa 2 fois dans ses mains, bruyamment. Allons, Hélène, montrez-nous votre talent caché. Le salon explosa de rire. Quelqu'un cria « Joue au clair de la lune !» Et les rires redoublèrent. Hélène sentit ses jambes flageoler. Ses mains, abîmées par 3 ans de dur labeur, tremblaient. Le piano brillait sous les lustres de cristal comme un monstre attendant de la dévorer. Arnaud s'approcha. Il lui saisit le bras. « Serre fort. Joue maintenant. Rachmaninoff, concerto numéro 2. » Il la poussa vers le piano. « Où tu es viré, et sans référence. Tu ne travailleras plus jamais dans une maison comme celle-ci dans cette ville. » Hélène déglutit. Ses doigts effleurèrent les touches froides. Comment allait-elle réagir à cette humiliation publique dévastatrice? L'éclat des touches d'ivoire la frappa aux yeux comme un coup de poing. Hélène cligna des yeux. L'espace d'une seconde, elle n'était plus là. 16 ans plus tôt. Conservatoire national de musique. Salle de répétition numéro 7. Hélène avait 22 ans. Cheveux attachés, partition ouverte, ses doigts dansaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. Madame Estelle observait depuis la porte, bras croisés, l'air sérieux. Encore, depuis la mesure 38. Hélène recommença. Chopin, nocturne en mi bémol majeur. Chaque note était pure, cristalline, parfaite. Quand elle termina, le silence se fit. Puis Madame Estelle sourit. « Hélène, vous avez quelque chose qui ne s'apprend pas. Une âme. » Elle s'approcha du piano. « L'audition pour la Philharmonie est dans 3 semaines. Vous allez réussir. J'en suis certaine. » Dehors, Philippe attendait. Son fiancé, une simple bague en argent à son doigt. Il la serra dans ses bras quand elle sortit. « Alors, tu as réussi ?» Le professeur a dit que j'avais de réelles chances. Philippe la fit tourner dans ses bras. « Ma future pianiste célèbre. Je savais que tu y arriverais. » Tout semblait possible. L'avenir brillait comme les touches sous la lumière. 3 semaines plus tard, toilette du conservatoire. Les mains d'Hélène tremblaient en tenant un test de grossesse. 2 barres. Positif. Non. Pas maintenant, s'il vous plaît, pas maintenant. Elle l'annonça à Philippe le soir même, dans le petit appartement qu'ils partageaient. Il jouait à un jeu vidéo. Il mit sur pause quand il entendit. « Enceinte ?» Silence. « Hélène, l'audition est dans 10 jours. »« Je sais. Tu ne peux pas être enceinte maintenant. »« Je ne l'ai pas prévu. » Philippe se leva. Il fit les 100 pas dans la pièce, les mains sur la tête. « Tu dois choisir. La Philharmonie ne va pas attendre. » Une grossesse, ça veut dire 9 mois d'arrêt. Ça veut dire que c'est fini. Hélène sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Fini? Tu sais comment ça marche. Tu rates l'audition, tu perds la bourse. Tu perds tout. Il la regarda. C'est ta carrière. Ou ça. Ça? Philippe, c'est notre enfant. Je n'ai pas demandé d'enfant maintenant. Sa voix était froide, distante. Si tu choisis de le garder, tu te débrouilles seul. Moi, je m'en vais. Hélène ne put rien dire. Elle regarda l'homme qu'elle aimait se transformer en un étranger. 2 jours plus tard, Philippe était parti. Il avait pris ses vêtements, laissé la bague sur la table de la cuisine.
Pas un mot, pas une explication, juste le silence. Hélène manqua l'audition. Elle passa la journée dans la salle de bain, nauséeuse, en larmes. Quand elle réussit enfin à appeler le conservatoire, il était trop tard. La place était prise, la bourse annulée. 8 mois plus tard, Hélène avec sa fille dans les bras. Chloé, petite, parfaite, endormie, un appartement encore plus petit, les factures qui s'accumulaient, elle envoya son CV à des écoles de musique, toutes refusèrent. Pas de disponibilité pour les horaires du soir. Nous préférons les professeurs sans engagement familiaux. Elle vit une annonce dans le journal. Cherche femme de ménage, paiement hebdomadaire. Hélène regarda Chloé. Elle regarda le piano, dans un coin de la pièce, couvert d'un drap. Elle n'en avait pas joué depuis des mois. Pas le temps, pas l'énergie, pas l'âme. Elle prit le téléphone, composa le numéro de l'annonce. « Allô? Oui, j'appelle pour le poste de femme de ménage. Quand puis-je commencer ?» Un rire cruel déchira le souvenir comme du verre. Hélène revint au présent. Arnaud riait aux éclats, la main sur l'épaule d'un ami. Béatrice filmait avec son portable. La salle entière attendait sa chute, attendait qu'elle craque. Ses mains étaient sur le clavier, les mêmes mains qui avaient joué Chopin, les mêmes mains qui nettoyaient maintenant des salles de bain. 16 ans séparaient ces deux versions d'elle-même, mais quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une étincelle, petite, dangereuse. Arnaud ne la vit pas, mais l'étincelle était là. Hélène tenta de se lever du tabouret. « Monsieur Delaroche, s'il vous plaît, vraiment, je ne... » « Assieds-toi. » Sa voix trancha l'air comme une lame. Elle resta debout malgré tout, essaya de contourner le piano. Arnaud lui barra le passage de son corps. « Je ne t'ai pas demandé ton avis, je t'ai donné un ordre. » Hélène regarda vers la porte. 20 mètres. Elle pourrait courir, partir avec le peu de dignité qui lui restait. Mais l'agent de sécurité avait déjà fait 2 pas vers la sortie. Elle connaissait cet homme, Carlos, père de 3 enfants. Il obéissait aux ordres sans discuter. « Monsieur, je dois aller chercher plus de champagne à la cuisine. Madame Béatrice a demandé. »« Béatrice peut attendre. » Arnaud désigna le tabouret du piano. « Assieds-toi, c'est la dernière fois que je te le demande. » 10 invités formèrent un demi-cercle autour du piano, portable levé, sourire d'anticipation, comme des spectateurs attendant un accident. Hélène recula d'un pas, heurta le piano, aucune issue. « Vous ne comprenez pas ?» Elle essaya de garder une voix ferme. « Ça fait des années que je n'ai pas joué. Mes mains, je travaille avec des produits d'entretien. Je ne peux plus. Encore mieux. » Arnaud sourit. Il se tourna vers les invités. « Mesdames et messieurs, notre cher employé est un peu timide. On l'encourage ?» Des applaudissements sarcastiques éclatèrent. Quelqu'un siffla. Théo zooma avec son téléphone. « Papa, ça va cartonner sur Instagram !» Arnaud fit un clin d'œil à son fils, puis il attrapa le bras d'Hélène. Ses doigts, comme des serres. Il la ramena de force vers le tabouret, la poussa pour qu'elle s'assoie. « Maintenant, joue !» Hélène s'assit sur le bord, les mains sur ses genoux, le cœur battant dans ses oreilles. Elle regarda les touches et vit ses doigts calleux, ongles courts, peau desséchée par les produits de nettoyage. Ce n'étaient pas des mains de pianiste, c'étaient les mains de la survie. On attend. Arnaud croisa les bras. Elle leva les mains. Elles tremblèrent dans les airs. Elle ne parvint pas à les poser sur le clavier. La honte lui brûla le visage. « Je ne peux pas. » Bien sûr que si. Arnaud se pencha. Lui murmura à l'oreille, la voix basse, venimeuse. « Ou ta fille Chloé devra trouver une autre école, parce que sans travail, sans lettre de recommandation, tu ne paieras même pas le loyer. » Hélène se figea. « Comment connaissez-vous le nom de ma fille ?»« Je sais tout sur mes employés. » Il se redressa, de nouveau à voix haute. « Bon, je vais te faciliter la tâche. Pas besoin de Rachmaninoff. Joue n'importe quoi. Joyeux anniversaire fera l'affaire. » Explosion de rire. Béatrice s'approcha avec 2 amis. Robe hors de prix, bijoux étincelants. Elles regardèrent Hélène comme on regarde un insecte. « Arnaud, chérie, est-ce vraiment nécessaire ?» Béatrice sourit, mais sans aucune bonté. La pauvre est visiblement mal à l'aise. « C'est justement pour ça que c'est amusant. » Arnaud rit. Une des amies, une blonde en talons hauts, porta un mouchoir en soie à son nez. « Elle peut jouer? Avec des mains pareilles? Si sales ?»
Bonne remarque, Patricia. Arnaud prit une serviette sur la table, la jeta à Hélène. Nettoie-toi les mains d'abord, je ne veux pas de traces sur mon piano. Hélène attrapa la serviette, la regarda ses mains. Quelque chose en elle hurla de se lever, de lui crier dessus, de lui jeter cette serviette au visage. Mais elle pensa à Chloé, 8 ans, l'uniforme scolaire usé, la boîte à goûter rafistolée, le sourire immense chaque fois qu'Hélène rentrait à la maison. « Maman, tu es là !» Elle s'essuya les mains, lentement, l'humiliation brûlant chacun de ses gestes. « Voilà !» Arnaud applaudit. « Maintenant, joue !» Et que ça en vaille la peine. Je veux du Rachmaninoff. Concerto numéro 2. Si tu joues bien, je double ton salaire ce mois-ci. Hélène leva la tête. Et si je ne joue pas bien? Alors tu pars d'ici sans travail, sans référence, et j'appellerai personnellement chaque grande famille de cette ville pour m'assurer que plus personne ne t'engage. Silence, lourd, suffocant. Juliette, la jeune serveuse, arrêta de servir les boissons. Elle regarda Hélène, les yeux écarquillés, effrayés. Elle avait 19 ans, son premier emploi. Hélène se revit en elle, si longtemps auparavant. Alors, Arnaud tapa sur le côté du piano. On attend. Hélène posa les doigts sur les touches, froides, lisses, familières et étrangères à la fois. Elle ferma les yeux, essaya de se souvenir, essaya de sentir la musique. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était les rires. Tout ce qu'elle sentait, c'était la honte. Une voix en elle murmura « Peut-être que tu le mérites ». Elle ouvrit les yeux. « Peut-être que tu as abandonné ton talent, gaspillé ton don. Peut-être que c'est justice. » Madame Estelle avait dit un jour « Ceux qui abandonnent la musique perdent leur âme. » Avait-elle perdu la sienne? On n'a pas toute la nuit. Arnaud regarda sa montre bracelet. Une Rolex en or. Hélène pressa une touche. Le do central, un son faible, pathétique, rien de plus. Les rires fusèrent. « C'est tout ?» ricana Béatrice. « Une seule note ? Attendez, attendez. » Arnaud leva une main. « Laissez-lui une chance. Continue, Hélène. Montre-nous ton talent. » Elle pressa une autre touche. Mi, puis sol, des notes au hasard. Sans sens, sans âme. Mon Dieu, c'est pire que ce que j'imaginais. Patricia rit si fort qu'elle dut s'appuyer sur Béatrice. Théo commentait pour sa caméra. « Les gars, vous voyez ça? La femme de ménage ne sait même pas jouer une mélodie simple. » Hélène s'arrêta, retira ses mains du piano, les posa sur ses genoux. « Je n'y arrive pas. » Sa voix était faible, brisée. « Bien sûr que non. » Arnaud se pencha. « Parce que tu es une femme de ménage. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu seras. » Quelque chose se brisa en elle, mais pas en 1000 morceaux. Ça se brisa comme un barrage qui cède, comme une retenue d'eau qui, après des années, finit par rompre. Elle le regarda vraiment. Elle vit un homme petit, peu sûr de lui, cruel par peur que sans l'argent, sans le pouvoir, il ne soit rien. Et elle réalisa quelque chose. Il avait raison sur un point. Elle avait abandonné la musique, mais elle n'avait pas perdu son âme. Elle l'avait juste mise de côté, l'avait protégée, l'avait gardée en vie quelque part au fond d'elle, là où la douleur ne pouvait l'atteindre. Hélène ajusta sa posture, redressa sa colonne vertébrale, relâcha ses épaules. Des mouvements automatiques. Une mémoire musculaire vieille de 16 ans. Personne ne le remarqua. Il riait encore, il filmait encore. Elle positionna ses doigts sur le clavier, pas au hasard, techniquement. Première position pour Rachmaninoff. Concerto numéro 2. Juliette arrêta de servir. Elle fronça les sourcils. Quelque chose avait changé. Au fond de la salle, un homme aux cheveux gris observait. Alessandro Romano, un chef d'orchestre italien, l'invité spécial d'Arnaud. Il vit la posture. Il vit la position des doigts. Il s'avança d'un pas. Hélène prit une profonde inspiration. Elle pensa à Chloé. « Maman, pourquoi tu ne joues plus du piano? Certains rêves, on les garde pour plus tard, mon amour. » Et c'est quand? Plus tard. Elle regarda Arnaud, Béatrice, tous ces invités qui la regardaient comme un déchet. « Maintenant, » murmura-t-elle. « Plus tard, c'est maintenant. » Elle pressa la première touche. La première note sortit, hésitante, faible.
Hélène s'arrêta, les doigts figés sur le clavier. Arnaud éclata de rire. « Regardez-moi ça, une note et elle abandonne déjà. » Il se tourna vers les invités, les bras ouverts comme un présentateur de cirque. « Mesdames et messieurs, voici notre talentueuse femme de ménage. » Applaudissements exagérés. Applaudissons bien fort cette performance inoubliable. Les rires résonnèrent dans le salon. Quelqu'un siffla. Un autre cria « Bravo !» d'un ton moqueur. Béatrice s'approcha avec son téléphone. Prit une photo d'Hélène assise au piano. « Ce sera magnifique sur mon Instagram. L'humilité incarnée. La femme de l'année, ricana Patricia. Donnez leur chance aux moins fortunés. C'est bien le moins que je puisse faire, posa Béatrice à côté du piano, la main sur l'épaule d'Hélène, comme si elles étaient amies. Flash de l'appareil photo. Voilà, j'ai déjà mis la légende. Tout le monde mérite son moment de gloire. Hélène baissa les yeux, les mains tremblantes. Elle voulait disparaître. Que le sol s'ouvre et l'avale. Vous savez quoi? Arnaud frappa bruyamment dans ses mains. Carlos, amenez les autres employés ici. Il faut que tout le monde voie ça. Le garde hésita. Monsieur, tu m'as entendu. La cuisinière, le chauffeur, le jardinier. Je les veux tous ici. Maintenant. Carlos sortit. Revint 2 minutes plus tard avec 3 personnes. La cuisinière, Madame Martin, 58 ans, les mains couvertes de farine. Le chauffeur, Pierre, en uniforme, l'air confus. Le jardinier, Luc, couvert de terre. Restez là. Arnaud désigna l'espace près de la porte. Regardez et apprenez. Monsieur de la Roche, j'étais en train de... commença Madame Martin. Silence. Regardez, c'est tout. Les 3 restèrent immobiles. Ils regardèrent Hélène avec un mélange de pitié et de peur. Ils savaient qu'ils pourraient être les prochains. Théo rit, tourna son téléphone vers les employés. Les gars, regardez le public VIP. Il zooma sur chaque visage. Ça va devenir viral. Il toucha l'écran. C'est bon, diffusion en direct activée. Il montra à son père. Il y a déjà 200 personnes qui regardent. Parfait. Arnaud afficha un large sourire. Le monde a besoin de voir ça. Hélène sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement le salon. C'étaient des centaines de personnes. Peut-être des milliers. Tous témoins de son humiliation. Maintenant, Hélène. Arnaud s'approcha. Il se tint debout à côté du piano. Sa main lourde sur son épaule. Je vais faire un pari avec mes amis. 5 000 € à celui qui devine combien de secondes tu tiens avant de faire une fausse note. Je parie 15 secondes, lança un homme en costume gris en levant la main. 10, dit une femme en robe rouge. Trop généreuse. 5 secondes, grand maximum, dit un autre invité. Rire, d'autres paris. L'argent changeait de main. Arnaud serra l'épaule d'Hélène. Tu as entendu? Tu es devenu un divertissement. Ne nous déçois pas. Elle regarda les touches. Sa vision était floue. Les larmes montaient. Elle ne pleurerait pas. Pas devant eux. Attendez. Béatrice leva la main. Avant qu'elle ne joue, je veux savoir. Hélène, où avez-vous appris le piano? Une question piège. Hélène le savait. J'ai étudié un peu. Il y a très longtemps. Étudié où? À l'école municipale. Ricana Patricia. Sur YouTube. Au conservatoire. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Silence. Puis une explosion de rire. Le conservatoire? Arnaud faillit s'étouffer de rire. Vous? Au conservatoire? C'est ça. Béatrice s'essuya les yeux, pleurant de rire. Et moi? Je suis la reine d'Angleterre. Monsieur de la Roche, c'est vrai. Juliette s'avança d'un pas. Sa voix était tremblante mais ferme. J'ai vu ses diplômes une fois, dans le vestiaire. Elle a vraiment étudié la musique. Tous les regards se tournèrent vers la serveuse. Juliette déglutit mais ne recula pas. Des diplômes. Arnaud se tourna vers Hélène. C'est vrai ça? Hélène ne répondit pas. Elle se contenta de baisser les yeux. Alors, Arnaud fit le tour du piano. Il appuya ses coudes sur le couvercle, son visage près du sien. Vous avez étudié la musique, le conservatoire, et vous avez fini femme de ménage. Pause. Vous savez ce que ça me dit? Elle ne répondit pas. Ça me dit que vous n'étiez pas assez douée. Il se redressa, de nouveau à voix haute.
Ça me dit que vous avez gâché une opportunité, ça me dit que vous êtes une ratée. Le mot la transperça. Ratée. Combien de gens donneraient tout pour une place au conservatoire, continua Arnaud. Et vous l'avez jeté. Pourquoi? Pour finir par nettoyer les toilettes de ma maison? Béatrice secoua la tête. Quel gâchis! C'est si triste, fit Patricia avec une fausse moue. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas de vrai talent. Ou de discipline, ajouta un autre invité. Elle est probablement tombée enceinte, murmura une femme assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est toujours ça. Hélène ferma les yeux. Sa respiration était lourde. Il ne savait pas. Il ne savait rien de Philippe, de Chloé, des choix impossibles, des nuits blanches, du piano vendu pour payer le loyer. Il ne savait rien. Bien. Arnaud frappa sur le couvercle du piano. Un son sec. Puisque vous avez étudié au conservatoire, vous n'aurez aucun problème à jouer du Rachmaninoff. En fait, ce sera facile. N'est-ce pas? Hélène ouvrit les yeux, le regarda. Allez, montrez-nous que ces années n'ont pas été complètement perdues. Il croisa les bras. Jouez maintenant, ou confirmez que vous n'êtes qu'une ratée de plus qui n'a pas su saisir sa chance. Elle posa de nouveau les doigts sur les touches, prit une profonde inspiration, essaya de commencer, pressa la première touche, la deuxième, la troisième. Le son était faux, les doigts arythmiques, le rythme brisé. « Oh non !» rit Arnaud, « c'est affreux. Arrêtez, arrêtez !» Béatrice se boucha les oreilles. « Ça me fait mal au tympan. » Hélène s'arrêta. Ses mains retombèrent sur ses genoux. « Vous avez étudié des années pour jouer comme ça ?» Arnaud secoua la tête. « Quelle honte pour vos professeurs. Imaginez tout l'argent qui a été gaspillé pour elle, » soupira Patricia. « De l'argent public, probablement. Une bourse pour les pauvres. » « Exactement, » lança Arnaud. « L'argent de nos impôts, gaspillé pour des gens qui n'en ont pas la capacité. » Théo lut les commentaires de la diffusion en direct. Les gens, en ligne, disent qu'elle devrait rembourser l'argent de la bourse. « Bonne idée, » rit Arnaud. « Tu as entendu, Hélène? Internet est d'accord avec moi. » Elle regarda ses propres mains, calleuses, tremblantes, inutiles. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'elle était vraiment une ratée. Peut-être qu'elle n'avait jamais eu de vrai talent. Peut-être que tout n'avait été qu'une illusion, une dernière chance. Arnaud se pencha. Jouez quelque chose, n'importe quoi. Montrez que vous n'êtes pas complètement inutile. Hélène leva les mains, hésitante. Les positionna sur le clavier. « Regardez !» lança Béatrice. Ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à les maintenir en position. « C'est pathétique !» murmura un invité. « Quelqu'un a pitié d'elle » demanda Arnaud à voix haute. Personne ne répondit. « Non, moi non plus. » Il se tourna vers les employés à la porte. « Vous voyez, voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. » Il désigna Hélène. « Elle a eu des opportunités. Elle les a gâchées. Maintenant, la voilà. Une femme de ménage. Et elle le restera toujours. » Madame Martin regarda le sol. Pierre serra les poings mais ne dit rien. Luc déglutit. Juliette avait les larmes aux yeux. Arnaud revint vers Hélène, se pencha près de son oreille. Voix basse, venimeuse. « Votre fille, Chloé, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause. 8 ans, école primaire Jules Ferry. Hélène se figea. Ce serait triste qu'elle apprenne que sa mère a été humiliée comme ça, devant des centaines de personnes. Il se redressa. Ce serait encore pire si elle se retrouvait sans rien à manger parce que sa mère a perdu son travail par orgueil. Une larme coula sur la joue d'Hélène, unique, silencieuse. « Alors, » sourit Arnaud, « vous allez jouer ou vous allez accepter que vous n'êtes rien d'autre qu'une bonne à rien rater ?» Le salon attendait. 50 paires d'yeux, des caméras, une diffusion en direct. Hélène ne répondit pas. Elle regarda simplement le piano. Les touches qu'elle avait tant aimées, l'instrument qui avait été son monde entier. Ce n'était plus qu'un outil de torture. Son silence en dit long, s'éloigna Arnaud. « Vous pouvez partir, retourner à la cuisine. De toute façon, vous êtes viré. » Le mot tomba comme un coup près. Viré. Hélène resta assise, immobile, vaincue. Tous s'attendaient à ce qu'elle se lève et parte.
Humiliée, détruite, seule, tous s'attendaient à ce qu'elle s'effondre. Hélène ne bougea pas. Elle resta assise, ses doigts toujours sur les touches. Des larmes tombèrent sur l'ivoire blanc, y formant de petites taches sombres. Arnaud lui avait déjà tourné le dos. Il allumait un cigare, célébrant avec ses amis. Pour lui, le spectacle était terminé. Mais quelque chose se produisit. Un souvenir traversa la douleur, net, cristallin. Chloé, il y a 3 semaines, dans la petite cuisine de l'appartement, faisant ses devoirs, cahier ouvert, crayon à la main. « Maman, la maîtresse a demandé d'écrire sur notre héros. » Hélène faisait la vaisselle, fatiguée, épuisée par une autre journée d'humiliation. « Et qui as-tu choisi, mon amour ?» Chloé leva les yeux. Ses yeux brillaient. « Toi !» Hélène s'arrêta, les mains dans l'eau. « Moi ? Tu travailles tellement, tu t'occupes de moi toute seule, tu n'abandonnes jamais. » Chloé sourit, un sourire qui illumina le monde. « Quand je serai grande, je veux être forte comme toi. » Hélène l'avait serrée dans ses bras, avait pleuré dans la salle de bain après, pleuré parce qu'elle ne se sentait pas forte, elle se sentait brisée. Mais Chloé voyait autre chose. Le souvenir s'estompa. Hélène était de retour dans le salon, au piano, face à l'humiliation. Mais quelque chose avait changé. Elle regarda ses mains sur les touches, les mains que Chloé admirait. Les mains qui avaient travaillé jusqu'au sang pour mettre de la nourriture sur la table, les mains qui n'avaient jamais abandonné. « Il ne s'agit pas de moi, » pensa-t-elle. Elle prit une profonde inspiration. Elle regarda Juliette près de la porte. La jeune serveuse, 19 ans, tout l'avenir devant elle. Juliette l'observait avec des yeux remplis de peur et d'espoir, comme si Hélène était un exemple, comme si ce qu'elle faisait maintenant comptait. Puis elle regarda Madame Martin, Pierre, Luc, tous les employés qui souffraient en silence, tous ceux qui baissaient la tête, tous ceux qui avalaient l'humiliation parce qu'ils avaient besoin de leur emploi. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de tous. Hélène ferma les yeux. Ses mains cessèrent de trembler. « Maman, pourquoi tu ne joues plus ?» La question de Chloé résonna. Certains rêves, on les garde pour plus tard. Mais plus tard n'arrivait jamais. Parce qu'il y avait toujours une excuse, toujours de la peur, toujours quelqu'un pour lui dire qu'elle n'était pas assez douée, qu'elle ne le méritait pas, qu'elle devait rester à sa place, assez. Elle ouvrit les yeux. Lentement, elle ajusta le tabouret du piano, tourna la vis en dessous, le remonta de 3 centimètres. La hauteur exacte, comme elle le faisait au conservatoire. Un mouvement technique, professionnel, personne ne le remarqua. Ils discutaient encore, rient, célébraient. Hélène ajusta sa posture, la colonne vertébrale droite, les épaules détendues mais fermes, les pieds bien ancrés au sol, la respiration contrôlée. Madame Estelle disait toujours « La posture révèle le pianiste ». Avant même de jouer une note, le corps raconte déjà l'histoire. Son corps racontait maintenant une histoire différente. Ce n'était plus la femme de ménage recroquevillée. C'était la musicienne qui renaissait. Juliette fut la première à le remarquer. Elle arrêta de servir les boissons, fronça les sourcils. « Attendez !» Au fond de la salle, Alessandro Romano observait. Le chef d'orchestre italien, Carno, avait invité pour l'impressionner. Il vit le changement de posture, s'avança de 2 pas, posant son verre sur une table. « Quelle posizione !» murmura-t-il en italien. « Cette position !» Hélène positionna ses doigts sur les touches, pas au hasard comme avant, avec précision. La courbure exacte, première position de Rachmaninoff. Concerto numéro 2, le passage le plus difficile. Ses mains ne tremblaient plus. Elle inspira, lentement, profondément, comme elle le faisait avant chaque concert, l'oxygène remplissant ses poumons, préparant le corps. Alessandro reconnut cette respiration. « Technique de conservatoire », se murmura-t-il. Hélène pensa à Chloé, à son sourire, à l'admiration dans ses yeux. « Je veux être forte comme toi. »« Alors sois-le », répondit une voix intérieure. Pas la voix du doute, une autre voix, la voix qu'elle avait enterrée il y a 16 ans, la voix de la pianiste. Montre-lui que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever quand on est tombé, c'est de jouer quand on t'a dit que tu ne pouvais pas. Hélène regarda Arnaud.
Il riait avec ses amis, cigare à la main, victorieux. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle n'allait pas jouer avec hésitation, ni avec peur. Elle n'allait pas jouer comme une femme de ménage. Elle allait jouer comme elle aurait toujours dû jouer, en tant que musicienne, en tant qu'artiste, en tant que femme qui avait survécu à 16 ans d'enfer et qui avait encore une âme. Ses mains se souvenaient, chaque muscle, chaque tendon, chaque fibre. Le corps n'oublie jamais, même quand l'esprit essaie d'effacer. Même quand le cœur abandonne, le corps garde la mémoire. Hélène pressa le premier accord. Ce ne fut pas hésitant, ni faible, ce fut net, précis, puissant. Le son fendit le silence du salon comme une cloche. Les conversations s'arrêtèrent, les rires s'éteignirent. Arnaud tourna la tête, Hélène ne s'arrêta pas. Elle joua le deuxième accord, le troisième, le quatrième, chacun plus fort, plus assuré, plus vivant. Alessandro lâcha complètement son verre. Il marcha vers le piano, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Juliette porta les mains à sa bouche. Madame Martin retint sa respiration. Hélène accéléra. Ses doigts se mirent à danser, ne pas penser, juste sentir, laisser la musique couler comme une rivière endiguée qui finit par rompre. 16 ans de douleur, 16 ans de silence, 16 ans de honte. Tout s'échappait du bout de ses doigts, transformé en musique, en puissance, en vérité. Les touches répondirent. Le piano chanta. Le son remplit chaque recoin du salon. Arnaud était pétrifié. Le cigare oublié dans sa main. Béatrice avait cessé de rire, les yeux fixés sur Hélène. Théo tenait son téléphone en tremblant. La diffusion en direct capturait tout. Les commentaires explosaient. Qui est-elle? C'est incroyable. Est-elle professionnelle? Hélène ne voyait rien, les yeux fermés, perdue dans la musique, enfin libre. Alessandro s'arrêta à côté du piano, les larmes aux yeux. 40 ans de carrière. Il reconnaissait le vrai talent. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qui est cette femme ?» La musique monta en puissance, atteignit le point culminant du premier passage, la partie que seuls les maîtres dominent. Les mains d'Hélène volaient, abîmées, marquées, mais parfaites. Le salon était dans un silence total. Tous regardaient, tous écoutaient. La femme de ménage avait disparu. La pianiste était de retour. Hélène joua le passage le plus complexe de Rachmaninoff. Ses doigts dansaient sur le clavier à une vitesse impossible. Chaque note était cristalline, parfaite, vivante. Le salon tout entier était paralysé. Alessandro Romano s'approcha encore, incapable de croire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. « Questa tecnica ?» Il secoua la tête. « Impossible !» Arnaud était figé, la bouche entr'ouverte, la cendre de son cigare tombant sur le tapis perçant. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Comment une femme de ménage pouvait jouer ainsi? Béatrice laissa tomber son téléphone. Ses yeux étaient rivés sur les mains d'Hélène. « Arnaud, c'est... » Silence, la coupa-t-il, mais sa voix était faible. Hélène accéléra encore. La musique n'était plus le Rachmaninoff traditionnel. Elle improvisait, ajoutant des variations, transformant la pièce classique en quelque chose de personnel, d'unique, de douloureux et de magnifique à la fois. Chaque note portait une histoire, chaque accord criait la survie, chaque passage saignait la vérité. Alessandro reconnut la technique. Conservatoire national, seuls eux enseignent ce doigté. Il se tourna vers les invités les plus proches. Cette femme a été formée par des maîtres. Une femme en robe bleue fronça les sourcils. Mais ce n'est qu'une. Elle n'est pas que, la coupa Alessandro d'une voix ferme et autoritaire. Vous êtes en train d'écouter une véritable musicienne. Arnaud s'avança. Assez. On a compris que tu sais jouer un peu. Alessandro leva la main. Un geste qui avait réduit au silence des orchestres pendant 40 ans. Tu vas te taire et écouter. Personne n'avait jamais parlé ainsi à Arnaud de la Roche, dans sa propre maison, à sa propre soirée. Il devint rouge de colère. « Pour qui te prends-tu ? Je suis Alessandro Romano, chef d'orchestre de la Philharmonie de Milan pendant 25 ans, professeur au conservatoire Giuseppe Verdi. » Il ne baissa pas les yeux. « Et je reconnais le talent quand je le vois. Toi, non. » Silence de mort.
Hélène continuait de jouer inconsciente de la confrontation, complètement perdue dans la musique. 16 ans de silence explosant en une cascade de notes. Alessandro observa ses mains, la technique, la passion. Puis il regarda de plus près. Il vit les callosités, les marques, les mains déformées par le travail manuel. Son visage changea, compréhension, colère, tristesse. Il se tourna vers Arnaud. « Sais-tu ce que ces mains ont fait ? Elles ont nettoyé ma maison », tenta Arnaud pour reprendre le dessus. En vain. « Non », Alessandro désigna Hélène. « Ces mains ont maîtrisé un répertoire qui demande 20 ans d'apprentissage. Ces mains ont joué sur des scènes. Ces mains étaient un don de Dieu. Pause. Et tu les as mises à récurer des toilettes. » L'accusation fendit l'air. Béatrice recula. « Nous ne savions pas. » « Si, vous saviez. » Juliette s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Elle vous l'a dit, il y a 1 an, quand elle a été embauchée. Elle a dit qu'elle avait étudié la musique. Vous lui avez ri au nez. »« Ce n'est pas vrai, » se tourna Arnaud vers la serveuse. « Si, ça l'est. » Pierre, le chauffeur, sortit de l'ombre. « J'étais là. Je vous ai entendu dire qu'une musicienne ratée finit femme de ménage. » Madame Martin acquiesça. « Nous avons tous entendu. » Les invités commencèrent à murmurer. Les regards changèrent. Ils ne regardaient plus Hélène avec mépris. Ils la regardaient avec stupeur, avec confusion. Hélène atteignit le 2e mouvement, la partie qui exprime la douleur, la mélancolie, la perte. Elle joua comme si elle s'arrachait le cœur pour le transformer en son. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne faiblit pas, elle joua plus fort. Alessandro avait aussi les larmes aux yeux. 40 ans à écouter de la musique, je n'ai jamais rien entendu de tel. Une invitée se mit à pleurer, puis une autre. La musique touchait quelque chose de primitif, d'universel. Une douleur que tous connaissaient, mais ne savaient exprimer. Théo regarda son téléphone. La diffusion en direct avait explosé. 50 000 personnes regardaient. Les commentaires défilaient si vite qu'il ne pouvait pas les lire. Qui est-elle? C'est incroyable. Pourquoi est-elle habillée en employée? Quelqu'un connaît son nom? Il lut à voix haute sans réfléchir. Papa, il y a 50 000 personnes qui regardent. Les commentaires, ils demandent qui elle est. Arnaud arracha le téléphone des mains de son fils. Il lut les commentaires. Son visage blêmit. Éteins ça, tout de suite. Trop tard. Alessandro sortit son propre téléphone. Je l'ai déjà partagé sur mes réseaux. Il montra l'écran. 200 000 abonnés, tous en train de regarder. Vous n'avez pas le droit? Si, le droit de montrer au monde ce qu'est le vrai talent. Alessandro s'approcha d'Arnaud. Et ce qu'est la cruauté aussi. Béatrice tenta d'intervenir. C'est un malentendu. Nous n'avions pas l'intention de... Vous aviez l'intention de l'humilier. Ne recula pas Juliette. Devant tout le monde, vous avez filmé, vous avez ri, vous avez parié sur combien de temps elle tiendrait. Patricia, l'amie blonde, tenta de s'éclipser. Alessandro lui barra le chemin. Personne ne sort, vous allez tous écouter jusqu'à la fin. Le maestro avait une autorité que l'argent ne pouvait acheter. Une autorité forgée par des années de respect, de talent, de vérité. Tous restèrent. Hélène entama le 3e mouvement. Le triomphe. La résurrection. La musique explosa en puissance, en force, en victoire sur la douleur. Ses mains volaient. Impossible de croire que c'étaient les mêmes mains qui tremblaient quelques minutes plus tôt. C'étaient maintenant des instruments de guerre, de beauté, de vengeance silencieuse. Alessandro tira une chaise, s'assit près du piano, ferma les yeux, simplement écoutant. D'autres commencèrent à s'asseoir, un par un. La moquerie avait disparu, remplacée par quelque chose de proche de la vénération. Arnaud resta debout, seul, isolé. Il ne savait pas quoi faire, comment reprendre le contrôle. Sa propre soirée s'était retournée contre lui. Ça ne change rien, tenta-t-il d'une voix désespérée. Elle reste une employée. Elle travaille toujours pour moi. Travaillait. Alessandro n'ouvrit pas les yeux. Tu l'as renvoyée. Tu te souviens? Arnaud se figea. Il l'avait dit, devant tout le monde. Et je vous en remercie, dit Hélène. Pour la première fois, depuis qu'elle avait commencé à jouer. Sa voix sortit claire,
ferme. Elle ne cessa pas de jouer. Elle parla simplement, tandis que ses mains continuaient. « Merci de m'avoir libéré. » Les mots frappèrent Arnaud comme une balle. Elle accéléra vers le grand final, le passage qui sépare les amateurs des maîtres. Vitesse surhumaine, précision millimétrique, passion impossible à feindre. Alessandro ouvrit les yeux, se leva. « Non, c'est... » Hélène attaqua les touches. Le son emplit la salle comme un tsunami. Impossible à ignorer, impossible à ne pas ressentir. Juliette pleurait ouvertement. Madame Martin aussi. Pierre s'essuyait discrètement les yeux. Même les invités venus pour se moquer étaient maintenant paralysés. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement. Tous transformés. Théo vérifia à nouveau les commentaires. 300 000 vues, murmura-t-il. En tendance sur Twitter, #LaFemme au piano. Alessandro prit son téléphone. Vit les chiffres, vit les commentaires, vit l'explosion sur les réseaux sociaux. Tu voulais un spectacle, Arnaud. Il se tourna. Tu l'as eu, mais pas comme tu l'espérais. Une journaliste parmi les invités ouvrit son ordinateur portable, commença à taper. Marie Lefebvre, chroniqueuse mondaine, présente à la soirée pour couvrir l'événement d'Arnaud. Elle écrivait toujours des éloges, dépeignait toujours les Delaroche comme une famille parfaite. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle tapait la vérité. Un millionnaire humilie son employée musicienne. La vidéo devient virale avec 300 000 vues. Arnaud la vit taper. « Marie, qu'est-ce que tu fais ?»« Mon travail. » Elle ne s'arrêta pas. Pour la première fois depuis des années, mon vrai travail. Hélène arriva à l'accord final. Le teint. 3 secondes. 4, 5. Le son résonna dans le salon, à travers les murs, dans les cœurs de chaque personne présente, puis le silence, absolu, total. Elle retira ses mains du piano, les posa sur ses genoux, respira. Personne ne bougea, personne ne parla. 10 secondes de silence. Puis Alessandro se mit à applaudir, lentement, fortement, les applaudissements de celui qui comprend. Juliette se joignit à lui. Puis Madame Martin, Pierre, Luc. Un invité se leva, commença à applaudir, puis un autre, encore un. En 30 secondes, la moitié de la salle était debout, applaudissant, certains en pleurs, d'autres simplement sous le choc. L'autre moitié resta assise, confuse, ne sachant comment réagir. Arnaud et Béatrice étaient seuls, isolés sur une île de silence alors que les applaudissements explosaient autour d'eux. Hélène se leva du tabouret, les jambes faibles mais fermes, se tourna vers la salle, regarda Arnaud. Il essaya de parler, sa bouche s'ouvrit, se referma. Aucun mot ne sortit. « Maintenant, dit doucement Hélène, je rentre chez moi, retrouver ma fille, lui dire que sa mère n'a pas abandonné. » Elle se dirigea vers la porte, d'un pas assuré, la tête haute. Alessandro lui barra le chemin. L'espace d'une seconde, elle crut qu'il allait l'arrêter. Il lui tendit la main. « Maestro Alessandro Romano, j'ai besoin de votre numéro. » Hélène hésita, lui serra la main. « Demain matin, mon hôtel, j'ai une proposition. » Il lui tendit une carte. « Le monde a besoin de vous entendre. » Vraiment, cette fois. Elle prit la carte, hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Juliette courut vers elle. « Hélène, vous avez été incroyable. Merci d'avoir parlé. » Hélène serra la serveuse dans ses bras, de ne pas être restée silencieuse. Elle franchit la porte, sortit par l'entrée principale, pas par l'entrée de service. Plus jamais. Hélène quitta le salon. La porte se referma derrière elle. Mais à l'intérieur, quelque chose ne faisait que commencer. Alessandro resta au centre. Il regarda chaque invité, Arnaud, Béatrice, tous ceux qui avaient ri, filmé, parié. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ?» dit-il calmement. « Comment une musicienne de ce niveau a fini par nettoyer des toilettes ?» Silence. Arnaud. Alessandro se tourna vers l'hôte. « Saviez-vous qu'elle avait une formation ? » Il n'est pas de ma responsabilité d'enquêter sur le passé de mes employés. » Faux. Juliette s'avança, tenant son téléphone. « J'ai les messages. Quand elle a été embauchée, elle a envoyé un CV complet, diplôme du conservatoire, historique de ses concerts. » Alessandro tendit la main. « Puis-je voir ?» Juliette lui passa le téléphone.
Il lut, son visage se durcissant à chaque ligne. Hélène Dubois, diplômée en piano classique, Conservatoire national, mention très bien, 3 prix nationaux entre 2009 et 2012. Il leva les yeux. Et vous l'avez embauchée comme femme de ménage en sachant cela? Arnaud transpirait. Elle avait besoin d'un travail. Je lui en ai offert un. Au salaire minimum, intervint Pierre, le chauffeur, en croisant les bras. Elle gagne moins que nous tous, travaille plus d'heures. Et chaque fois qu'elle demandait une augmentation, vous refusiez. C'est une décision de gestion, tenta de défendre Béatrice. Cela n'a rien à voir avec... Ça a tout à voir, se joignit Madame Martin. Vous aimez embaucher des gens surqualifiés, des professeurs, des infirmières, des comptables, tous pour faire des travaux manuels. Alessandro fronça les sourcils. Pourquoi? Parce qu'il aime humilier, dit Luc le jardinier pour la première fois. J'étais ingénieur, diplômé, au chômage depuis 6 mois quand il m'a embauché. Il le sait, et il aime me le rappeler. Les invités se regardèrent, le malaise grandissait. Marie, la journaliste, tapait furieusement. C'est une pratique abusive, un délit relevant du droit du travail. Ce n'est pas un délit d'embaucher qui je veux, tenta d'argumenter Arnaud. Non, mais ce que vous faites après en est un. Alessandro prit son propre téléphone, montra l'écran. La diffusion en direct de votre fils a tout capté. Les menaces, la coercition, l'humiliation intentionnelle. Théo pâlit. Je ne savais pas. 500 000 personnes l'ont vu, le coupa Alessandro, l'ont enregistré, partagé. On ne peut plus l'effacer. Il fit défiler les commentaires. Il a menacé sa fille. C'est du harcèlement moral. En prison. Pause. Vous voulez que je continue? Arnaud devint livide. Béatrice tenta de saisir le téléphone d'Alessandro. Il l'écarta. Non, le monde verra. Saura qui vous êtes vraiment. Vous détruisez notre réputation, cria Béatrice. Moi? Alessandro eut un rire sans joie. Vous avez fait ça tout seul. Je n'ai été que témoin. Marie ferma son ordinateur portable. L'article sort demain, en première page. Je l'ai déjà envoyé à mon rédacteur en chef. Marie, attendez. Arnaud s'approcha. Nous sommes amis depuis des années. Vous avez couvert toutes nos soirées. J'ai couvert des mensonges, se leva-t-elle. Je vous ai dépeint comme une famille parfaite, philanthrope, généreuse. Pause. Mais j'ai vu la vérité aujourd'hui, et je ne la couvrirai plus. Elle sortit, ses talons claquant sur le marbre. D'autres invités se mirent à bouger, discrètement, vers la porte. Personne ne sort, les bloqua Arnaud, désespéré maintenant. C'était un malentendu, vous avez tous vu, c'était une blague. Elle a ri aussi, elle a pleuré. Juliette montra son propre téléphone, une capture d'écran de la vidéo. Zoom sur le visage d'Hélène. Des larmes bien visibles. 50 angles différents. Tous montrent des larmes. Alessandro prit son téléphone, s'envoya l'image. Une preuve. Une preuve de quoi? Béatrice était maintenant hystérique. Vous allez nous poursuivre? Avec quel argent? Avec le mien. Une voix depuis la porte. Tous se tournèrent. Un homme en costume entra. 50, posture assurée. Maître Bernard, avocat en droit du travail. Un des invités qui était resté silencieux, se contentant d'observer. Je filmais aussi. Il montra son téléphone. Un angle différent. A capté les menaces sur la fille, la coercition, tout. Arnaud recula. Bernard, tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai. Bernard sauvegarda la vidéo. Je travaille pro bono sur des cas d'abus au travail. Celui-ci sera le prochain. Nous payons tes honoraires depuis des années, cria Béatrice. Et maintenant, je vous les rends, en représentant ceux qui en ont vraiment besoin. Bernard regarda Juliette. Pierre, Madame Martin. Quelqu'un ici veut-il poursuivre les de la Roche? 6 mains se levèrent. Alessandro sourit. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir attendu une occasion. Nous attendions depuis des années. Serra les poings Pierre. Mais nous n'avions jamais de preuves, jamais de témoins. Aujourd'hui, nous en avons des millions. Théo regarda son téléphone, les mains tremblantes. 800 000 vues, tendance mondiale. Justice pour Hélène. Éteins cette diffusion, rugit Arnaud. Je l'ai déjà fait, montra Théo l'écran.
Mais ils l'ont déjà téléchargée. Elle est partout. YouTube, TikTok, Twitter. Impossible de l'effacer. Béatrice s'assit sur une chaise, la tête dans les mains. Nous sommes ruinés. Non. Arnaud se redressa, essaya de retrouver son sang-froid. Ça va passer. Un scandale dure une semaine, puis ils oublient. Ils n'oublient pas quand il y a un procès, ouvrit sa mallette maître Bernard. Harcèlement moral, menaces, coercition, tournage sans consentement. Il marqua une pause. Attendez, tournage. Quoi? Demanda Alessandro. Vous avez dit qu'il aime embaucher des gens qualifiés. Bernard regarda les employés. Avez-vous déjà vu des caméras dans des endroits étranges? Juliette se figea. Le vestiaire. Silence de mort. Il y a une caméra dans le vestiaire? Bernard s'approcha d'elle. Je pensais que c'était un détecteur de fumée, mais il y a une lumière rouge qui clignote. Elle regarda Arnaud. Vous nous filmez quand on se change? Arnaud ne répondit pas, mais son visage dit tout. Mon Dieu! Recula Alessandro. C'est un crime grave. La prison. Bernard tapait déjà sur son téléphone. J'appelle le commissariat tout de suite. Non! Arnaud s'avança. Alessandro le bloqua. Trop tard! Bernard parla au téléphone. Allô, la police? Je dois signaler un tournage illégal, des vestiaires, plusieurs victimes. Pause. Oui, j'attends. Béatrice se leva. Arnaud, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il ne la regarda pas. Arnaud? Je devais m'assurer qu'elle ne volait rien. Voix basse, vaincue. En les enregistrant dans le vestiaire? Béatrice recula. Tu es malade. Chérie, attends. Ne me touche pas. Elle s'écarta. Je veux le divorce. Maintenant. Théo regardait son père comme s'il le voyait pour la première fois. Tu as vraiment fait ça, fils? Non. N'essaie pas d'expliquer. Théo rangea son téléphone. Je ne peux pas. Je ne défendrai pas ça. Les invités restants se précipitèrent vers la porte. Personne ne voulait être associé. Personne ne voulait être là quand la police arriverait. En 5 minutes, le salon se vida. Ne restait qu'Arnaud. Béatrice à quelques mètres. Théo près de la porte. Alessandro. Maître Bernard. Et les 6 employés prêts à témoigner. La police arrive dans 10 minutes, raccrocha Bernard. Je vous suggère d'appeler votre avocat. Arnaud s'assit par terre, le dos contre le mur, la tête basse. L'empire qu'il avait bâti sur la cruauté s'effondrait. Et tout avait commencé parce qu'il avait forcé une femme de ménage à jouer du piano. Les sirènes fendirent la nuit. Des lumières bleues et rouges clignotèrent à travers les fenêtres. 3 voitures de police s'arrêtèrent devant la demeure. Arnaud se releva, épousseta son costume, pris d'une profonde inspiration. L'arrogance revint sur son visage comme un masque. « Vous faites une erreur. » Il ajusta sa cravate. « Je suis Arnaud de la Roche. Ma famille a bâti la moitié de cette ville. » 4 policiers entrèrent. Le commissaire en tête, un certain Silveira, une connaissance d'Arnaud. Ils avaient dîné ensemble le mois dernier. Silveira. Arnaud sourit, de nouveau confiant. Quelle est cette confusion? Quelqu'un a fait une fausse dénonciation. Vous me connaissez. Je vous connais. Le commissaire ne lui rendit pas son sourire. C'est pour ça que je suis venu personnellement. Alors vous comprenez que c'est absurde. Arnaud ouvrit les bras. Regardez autour de vous. C'est ma maison, ma soirée. J'ai eu un petit différend avec une employée. Rien de plus. Un petit différend, s'avança Alessandro. Vous l'avez humilié publiquement, menacé, contrainte. C'était une plaisanterie. Arnaud eut un rire forcé, un malentendu. En fait, je lui donnais sa chance. Regardez ce qui s'est passé. Elle a joué magnifiquement, a montré un talent caché. Je l'ai aidée. Maître Bernard secoua la tête. Vous essayez vraiment de transformer un abus en une faveur. Ce n'était pas un abus, c'était un test, un défi. Arnaud se tourna vers le commissaire. Silveira, vous connaissez mon travail social. Combien de personnes j'emploie, combien de familles je fais vivre? Vous employez pour humilier, l'interrompit Pierre. Ce n'est pas de la charité, c'est de la cruauté. Un employé mécontent, lança Arnaud. Il y en a toujours. Je paie un salaire juste, j'offre des opportunités. S'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent partir. Alors pourquoi avez-vous menacé Hélène? Demanda Juliette. Vous avez dit qu'elle ne retravaillerait plus jamais si elle partait.
je n'ai jamais dit ça. Arnaud la regarda droit dans les yeux. Vous mentez. Vous inventez des choses parce que vous voulez une indemnisation. Béatrice observait depuis son coin, silencieuse, en train de digérer. Théo regardait le sol, honteux. Voyez, Arnaud ouvrit les bras. Des employés avec des histoires inventées. Un chef d'orchestre qui ne comprend pas notre culture. Un avocat opportuniste. Il se concentra sur le commissaire. Silvera, allez-vous vraiment les croire, eux ou moi? Le commissaire ne répondit pas. Il se contenta d'observer. Je suis un pilier de cette communauté, continua Arnaud. Je donne des millions à des œuvres de charité. J'emploie 200 personnes. Je paie mes impôts, je contribue. Pause. Une femme de ménage à l'ego blessé ne va pas détruire ma réputation. Ego blessé? Alessandro eut un rire amer. Vous avez forcé une pianiste professionnelle à jouer pour votre amusement. Je lui ai offert une scène, éleva la voix Arnaud. Où aurait-elle joué sinon? Dans des bars, pour des pourboires? Il rit. Je l'ai mise devant 50 personnes influentes. Je lui ai donné de la visibilité. Si elle était intelligente, elle me remercierait. Incroyable, secoua la tête maître Bernard. C'est la vérité. Arnaud croisa les bras. J'ai transformé une employée en star. Vous avez vu la vidéo? 800 000 vues. Qui lui a donné ça? Moi. Vous devriez m'applaudir. Me remercier d'avoir créé une opportunité là où il n'y en avait pas. Il s'approcha du commissaire, confiant, victorieux dans son propre esprit. Silvera, vous êtes un homme intelligent. Vous savez comment le monde fonctionne. Ces gens, il fit un geste vers les employés, en veulent toujours plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Je leur ai donné un emploi, un toit, de la dignité. Et c'est comme ça qu'ils me remercient. Avec des mensonges, de la diffamation. Le commissaire parla enfin. « Vous avez terminé ?»« J'ai terminé. » Arnaud sourit. « Vous pouvez les faire partir maintenant. J'oublierai même cette soirée. Je ne porterai pas plainte pour calomnie. Je suis généreux comme ça. »« Généreux » répéta le commissaire. Mot intéressant. Il se tourna vers maître Bernard. « Vous avez mentionné un tournage illégal ?»« Oui. » Bernard ouvrit sa mallette. Sortit des documents. Des caméras installées dans les vestiaires des employés. Sans leur connaissance, sans leur consentement. Arnaud rit fort, forcé. Des caméras de sécurité, toutes les maisons en ont, ça protège contre le vol. Dans des vestiaires, fronça les sourcils le commissaire. Zone vulnérable, où les objets de valeur sont laissés, argumenta Arnaud. Précaution nécessaire. Des objets de valeur dans le vestiaire des employés? Questionna Alessandro. Mes objets, auxquels ils ont accès pendant leur travail. Arnaud ne perdit pas le fil. Complètement légal. Consultez n'importe quel avocat. J'ai consulté. Maître Bernard montra un document. Loi informatique et liberté. Article spécifique sur la vidéoprotection dans les lieux privés. Les vestiaires sont classés comme espace d'intimité. Filmer sans consentement explicite est un délit. Arnaud cligna des yeux. Première fissure dans l'armure. De plus, continua Bernard, il sortit un autre papier. Témoignage de 6 employés. Tous confirment n'avoir jamais été informés de la présence de caméras. C'était dans le contrat, tenta Arnaud, la voix moins assurée maintenant. Non! Juliette tendit un papier au commissaire. Mon contrat. Aucune mention de tournage. Pierre tendit le sien. Le mien non plus. Madame Martin. Luc. 4 autres. Tous des contrats sans clause de vidéosurveillance. Le commissaire lut. Son visage se durcit. Et il y a plus. Bernard s'approcha. La diffusion en direct de votre fils, elle a tout capté. Chaque menace, chaque mot. Une diffusion qui a montré son talent, argumenta Arnaud. La sueur perlant sur son front maintenant. Ça prouve ce que je dis. Ça prouve quoi exactement? Alessandro prit son propre téléphone. Je vais lire quelques commentaires. Il menace sa fille. C'est de la torture psychologique. En prison. Pause. 800 000 personnes ont vu un abus, pas une opportunité. Les gens sur Internet exagèrent tout. Arnaud essaya de rire. Ça sortit comme un hoquet. Ils ne comprennent pas le contexte. Ils n'étaient pas là. 50 invités étaient ici. Bernard désigna le salon vide. Où sont-ils maintenant? Silence. Ils ont fui, répondit Bernard à sa propre question.
Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu, et ils ne veulent pas y être associés. Théo parla enfin. Sa voix était faible. « Papa, il y a 1 million de vues maintenant. » Arnaud se tourna, regarda son fils. « Quoi? La vidéo, 1 million !» Théo montra l'écran, la main tremblante. « Et ce ne sont pas que des commentaires contre toi. Ce sont des preuves. Des gens ont identifié le moment exact où tu l'as menacé. Ils ont fait des compilations, des analyses du langage corporel. Des experts commentent. « Éteins ce téléphone », s'avança Arnaud. Le commissaire le bloqua. « Monsieur Delaroche, je vais vous demander de me suivre pour une déposition. » « Une déposition ?» Arnaud recula. « C'est moi la victime ici, d'une conspiration, de diffamation. Nous avons 6 témoins, des vidéos sous plusieurs angles, des preuves de caméra illégales. » Le commissaire resta ferme. « Vous allez faire une déposition, maintenant. » Arnaud regarda autour de lui. Vers Béatrice, elle détourna le regard. Vers Théo, son fils regardait le sol. Vers les employés, tous fermes, unis. Vers Alessandro, le maestro secoua simplement la tête. Arnaud était seul, complètement seul. Le masque commença à se fissurer. Le commissaire sortit des menottes de sa ceinture. Le cliquetis métallique résonna dans le silence. Arnaud blêmit. « Attendez, attendez une seconde. » Monsieur Delaroche tendait les poignets. « Non !» Il recula. « Vous ne comprenez pas. Je peux tout expliquer. Chaque chose a une explication raisonnable. » Lors de la déposition, le commissaire s'avança. « Silvera, s'il vous plaît. » Arnaud leva les mains, non pour se rendre, pour supplier. « Nos familles se connaissent depuis des décennies. Mon père a aidé le vôtre. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je peux, et je le ferai. » Le commissaire n'hésita pas. Dehors, d'autres voitures arrivèrent. Les grilles s'ouvrirent. Journalistes, caméras, flash. Marie avait appelé ses collègues. La nouvelle s'était répandue. Tous voulaient couvrir la chute d'Arnaud Delaroche. Théo regarda par la fenêtre. « Papa, il y a la presse dehors. » Beaucoup de presse. Non. Arnaud se précipita vers la fenêtre. Il vit la foule grossir. Camions de télévision, photographes, reporters ajustant leur micro. Non, non, non. Son téléphone se mit à sonner. Il regarda l'écran. Le président du club. Il raccrocha. Ça sonna de nouveau. Un associé. Il raccrocha. Ça sonna encore, et encore, et encore. Ils savent. Béatrice parla pour la première fois depuis des minutes. Tout le monde sait déjà. Arnaud serra son téléphone à 2 mains. Le serra jusqu'à ce que ses doigts blanchissent, puis le jeta contre le mur. Il explosa en morceaux. « Ce n'est pas juste !» cria-t-il. « J'ai tout construit. Tout ce que j'ai, c'est par mon travail. Personne ne m'a rien donné. » « Mensonge !» Béatrice eut un rire sans joie. « Tu as hérité de l'entreprise de ton père, hérité de ses contacts, hérité de sa réputation. » Pause. « Et tu as tout détruit en une nuit. » Théo avait les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu, papa? Les caméras, tu filmais les employés. » « C'était pour la sécurité, » se tourna Arnaud, désespéré. « Juste pour la sécurité. Je n'ai jamais regardé les enregistrements. »« Alors pourquoi les avoir installés ?» demanda maître Bernard. Arnaud ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas de réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. Alessandro observait le tout avec une expression de dégoût. 40 ans à travailler avec l'élite. J'ai connu des rois, des présidents, des milliardaires. Il regarda Arnaud. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi petit. Vous ne me connaissez pas, cracha Arnaud. Si, j'ai vu des hommes comme vous dans tous les pays, des visages différents, le même vide à l'intérieur. Alessandro s'approcha. Vous savez la différence entre vous et Hélène? Arnaud ne répondit pas. Elle a une âme, vous avez de l'argent. Pause. L'argent s'épuise, l'âme demeure. Le commissaire perdit patience. Assez, monsieur Delaroche, dernière fois. Tendez les poignets. « Je vais tous vous poursuivre !» explosa Arnaud. Il pointa chaque personne du doigt. « Vous, vous, vous tous, je vous prendrai tout ce que vous avez. Je détruirai vos vies. »« Avec quel argent ?» dit calmement Béatrice. « J'ai déjà appelé mon avocat. La procédure de divorce commence demain. Et je demanderai la moitié de tout. » Arnaud se tourna vers elle. « Tu ne ferais pas ça !»
Je t'ai regardé menacer une mère en utilisant sa fille. La voix de Béatrice était pleine de dégoût. J'ai découvert que tu filmes des femmes qui se changent. Tu crois que je resterai marié à ça? Béatrice, mon amour, je ne suis plus ton amour. Elle le coupa. Je suis ton ex-femme, et un témoin à charge. Les mots le frappèrent comme des poignards. Arnaud chancela, s'appuya contre le mur. Papa! Théo s'approcha avec hésitation. Si tu avoues, si tu t'excuses vraiment, peut-être des excuses? Arnaud rit, hystérique maintenant. Pourquoi? Pour employer des gens? Pour donner des opportunités? Pour torturer des gens? Ne recula pas Juliette. Pour nous faire sentir comme des moins que rien tous les jours. Pour nous voler notre dignité, ajouta Pierre. Pour filmer sans consentement, dit fermement Madame Martin, d'habitude si discrète. Pour nous faire peur de nous changer dans notre propre vestiaire. Assez! Arnaud se boucha les oreilles. Assez, assez, assez! Le commissaire fit un signe. Deux policiers s'approchèrent. Arnaud essaya de fuir. Il n'avait nulle part où aller, piégé dans sa propre maison. « Ne me touchez pas !» Il repoussa un policier. Erreur fatale. Les deux le maîtrisèrent. Le plaquèrent dos au mur. Les menottes cliquèrent à ses poignets. « Arnaud Delaroche, vous êtes en état d'arrestation pour résistance, suspicion de tournage illégal et harcèlement moral. » lut le commissaire ses droits. « Vous avez le droit de garder le silence. Je suis Arnaud Delaroche. » Il se débattit contre les menottes. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis quelqu'un. » « Vous étiez, corrigea Alessandro. Vous étiez quelqu'un. Les policiers le traînèrent vers la porte. Arnaud passa devant Béatrice. Elle détourna le regard. Il passa devant Théo. Son fils pleurait silencieusement. Il passa devant les employés, tous la tête haute maintenant, sans plus aucune peur. Il passa devant Alessandro. Le maestro lui fit un simple signe de tête. « Adieu, monsieur Delaroche. » Les portes s'ouvrirent. Flash, caméra, cris de reporter. « Monsieur Delaroche, est-ce vrai pour les caméras? Allez-vous démissionner de la présidence du club? La vidéo de la pianiste était-elle un abus? » Arnaud essaya de se couvrir le visage. Impossible, avec les mains menottées. Les policiers le guidèrent jusqu'à la voiture, mirent une main sur sa tête, le firent entrer. La portière claqua. La sirène retentit. La voiture démarra. Arnaud Delaroche, l'homme qui contrôlait tout, ne contrôlait plus rien, pas même sa propre liberté. Le salon retomba dans le silence. Seul le son des caméras au dehors, des reporters en direct, d'un empire s'effondrant en direct. Béatrice s'assit sur le canapé, la tête dans les mains, Théo à côté d'elle, perdu. Les employés se regardèrent, ne sachant s'il fallait rire ou pleurer. Alessandro rompit le silence. « Quelqu'un à l'adresse d'Hélène ?» Juliette hocha la tête. « Je l'ai. » « Bien. » Il vérifia sa montre. « Demain matin, j'irai lui rendre visite. Elle doit savoir qu'elle a gagné. » « Elle le sait déjà. » Rangea maître Bernard ses documents. « Le monde entier le sait. » Dehors, les hashtags explosaient. Justice pour Hélène, Delaroche arrêté, La femme au piano, 2 millions de vues. Et ça continuait de monter. Hélène arriva chez elle à 23 heures. Petit appartement, 2 pièces, murs à la peinture écaillée. Mais c'était chez elle, son refuge. Elle ferma la porte à clé, s'y adossa, respira pour la première fois depuis des heures. Ses mains tremblaient encore. Pas de peur, d'adrénaline, de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Maman !» Chloé sortit en courant de sa chambre. Pyjama licorne, cheveux en bataille. Madame Célia, la voisine qui la gardait, apparut derrière. « Tu rentres tôt aujourd'hui. » Madame Célia observa le visage d'Hélène. Il s'est passé quelque chose. Hélène serra Chloé dans ses bras, fort. « Oui, mais tout va bien. Tu es sûre? Tu trembles? »« Oui. » Hélène relâcha sa fille, força un sourire. « Juste fatiguée. Merci de l'avoir gardée. » Madame Célia hésita, puis hocha la tête. « Si tu as besoin de parler, je suis juste à côté. » Elle partit. Hélène referma la porte à clé. Chloé lui tira la main. « Maman, pourquoi tu es rentrée tôt? Tu ne rentres jamais avant minuit. » Aujourd'hui, c'était différent. Hélène s'agenouilla, se mit à la hauteur de sa fille.
Chloé, maman a fait quelque chose aujourd'hui, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Quoi? J'ai joué du piano. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Vraiment? Où? Dans la maison où je travaille. Hélène caressa le visage de sa fille, devant beaucoup de gens. Et ils ont aimé? Hélène réfléchit, se souvint des applaudissements, des larmes, d'Alessandro. Certains ont aimé, d'autres, moins. J'aurais voulu voir. Chloé la serra dans ses bras. Tu joues si bien. Un jour tu verras. Promis. Elles restèrent ainsi, enlacées au milieu du petit salon, meubles usés, canapé rapiécé, mais rempli d'amour. Le téléphone d'Hélène vibra, puis vibra à nouveau. Et encore, elle le prit. 37 messages, numéros inconnus, emails, notifications. Elle ouvrit le premier. Vous êtes incroyable, merci d'avoir montré un tel courage. Le deuxième. Votre vidéo a changé ma vie. Moi aussi, je vais affronter mon patron. Le troisième. 1 million de personnes vous ont vu, vous êtes célèbre. Hélène fronça les sourcils, ouvrit son navigateur, tapa son propre nom. Premier titre. Une pianiste humiliée par un millionnaire devient virale avec une performance émouvante. Deuxième. Arnaud Delaroche arrêté après qu'une vidéo a révélé des abus. Troisième. Qui est Hélène Dubois, la femme de ménage qui a ému la France? Elle s'assit sur le canapé. Les jambes flageolantes, Chloé grimpa à côté d'elle. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, mon amour. Va dormir. Tu as école demain. Mais, s'il te plaît. » Hélène lui embrassa le front. « Maman a besoin de réfléchir. » Chloé obéit, à contre-cœur. Alla dans sa chambre. Hélène resta seule. Elle lut les titres les uns après les autres. Regarda la vidéo. 2 millions de vues. Des milliers de commentaires. Elle se vit jouer, vit les larmes, vit Arnaud se faire arrêter. Ça ne semblait pas réel. À 3 heures du matin, elle s'endormit enfin, épuisée, confuse, mais quelque chose en elle avait changé. Une petite flamme, rallumée. 5 jours plus tard, Hélène était dans la cuisine, préparait du café. Chloé était déjà partie à l'école. On frappa à la porte. Elle ouvrit. Alessandro Romano, costume impeccable, sourire bienveillant. « Mademoiselle Dubois, puis-je entrer ?» Hélène hésita, puis acquiesça. « Excusez le désordre. Je ne vois pas de désordre. Je vois un foyer. » Il entra. Regarda autour de lui. Vit le vieux piano dans le coin couvert d'un drap. « Puis-je » Elle hocha la tête. Il retira le drap. Un piano droit, touche jaunie, certaines fissurées. Alessandro pressa une touche. Désaccordé. Depuis quand n'a-t-il pas été accordé? 16 ans. Hélène servit le café. Je n'avais pas d'argent pour ça. Vous n'aviez pas. Il accepta la tasse. Au passé. Maintenant si. Hélène s'assit. Monsieur Romano, Alessandro, s'il vous plaît, Alessandro, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je veux vous offrir un emploi. Il posa la tasse sur la table, sortit une enveloppe. Le Conservatoire national vous a rouvert ses portes. Ils vous veulent comme professeur. Hélène prit l'enveloppe, en tremblant, l'ouvrit. Lettre officielle, proposition de contrat, salaire mensuel, 4 000 €, mutuelle santé, ticket restaurant, possibilité de concert avec rémunération supplémentaire. Elle l'a lu 3 fois, n'y croyant pas. C'est réel? Tout à fait. Alessandro sourit. Ils ont vu la vidéo, ont vu votre talent, ils veulent que vous enseigniez à la prochaine génération. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Il se pencha. Le monde vous a volé 16 ans. Il est temps de les récupérer. Hélène regarda le vieux piano, la lettre. Alessandro. Je pourrais amener ma fille parfois, pour qu'elle voie les cours? Bien sûr. Les enfants ont besoin de voir des mères fortes. Alessandro se leva. Vous commencez lundi, 9 heures. Il se dirigea vers la porte. S'arrêta. Ah, et Arnaud Delaroche? Hélène leva les yeux. Le procès suit son cours. 6 employés témoignent. Les caméras illégales sont confirmées. Pause. Il va payer. Pour tout. Alessandro partit. Hélène resta seule, tenant la lettre, pleurant, mais pas de tristesse, de soulagement, d'espoir, de renaissance. 2 mois plus tard, Conservatoire national.
Salle de classe 23. Hélène devant. 12 élèves assis, attentifs. Le piano, ce n'est pas que de la technique. Elle marchait entre les chaises. C'est sentir. C'est raconter une histoire que les mots ne peuvent pas atteindre. Une élève leva la main. « Madame, est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé comme femme de ménage ?» Hélène marqua une pause, puis hocha la tête. « C'est vrai. Et la vidéo? De l'humiliation? C'est vrai aussi. » Hélène ne baissa pas les yeux. « J'ai passé 16 ans loin de la musique, mais jamais loin de qui j'étais. » Elle s'assit au piano de la salle, un Steinway, parfaitement accordé. « J'ai joué sur cet instrument quand j'avais votre âge. Je pensais ne plus jamais en jouer. » Pause. Mais la musique attend. Elle attend toujours que l'on revienne. Elle joua Chopin, nocturne en mi bémol majeur, le même morceau qu'elle jouait à 22 ans. Mais maintenant, il sonnait différemment, plus profond, plus vrai. Les élèves écoutèrent en silence. Certains pleurèrent. Quand elle eut fini, applaudissements. Hélène se leva. « Maintenant, à vous. Je veux vous écouter un par un. » Le cours se poursuivit, productif, inspirant. À 17 heures, Chloé apparut à la porte. Uniforme d'école, sac sur le dos. « Maman !» Hélène sourit. « Tu as fini ta classe ?»« Oui. Je peux regarder ?»« Bien sûr. » Hélène la présenta. « La classe, voici ma fille Chloé. Chloé, voici mes élèves. » Chloé s'assit dans un coin, observa sa mère enseigner, les yeux brillants de fierté. Après le cours, seules toutes les deux, Hélène joua pour Chloé une nouvelle musique, composée par elle ces dernières semaines. « Comment elle s'appelle ?» demanda Chloé. « Renaissance. » Hélène joua le dernier accord, parce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. 3 mois plus tard, petit café, centre-ville. Hélène fait la queue, commande un cappuccino. L'homme devant elle crie sur la barista. « Je l'ai demandé sans mousse. Vous êtes sourde. » La jeune fille avait 17 ans. Premier emploi, les larmes aux yeux. « Excusez-moi, monsieur, je vais en refaire un. »« Non, vous allez le faire bien du premier coup. » Il jeta le gobelet sur le comptoir. Le café se renversa. Les autres clients regardaient. Personne n'intervenait. Hélène s'avança. « Excusez-moi. » L'homme se tourna. « Quoi ?» Elle s'est excusée, a proposé de le refaire. Hélène ne baissa pas les yeux. « Pas la peine de crier. Ce ne sont pas vos affaires. »« Si. » Hélène s'approcha. « Celle de nous toutes qui avons déjà été traitées comme ça. » La barista la regarda, la reconnaissance dans ses yeux. « Vous êtes la femme au piano. » Hélène hocha la tête. « Et vous ne méritez pas d'être traitée comme un déchet. » Elle se tourna vers l'homme. « Acceptez le nouveau café ou partez, mais arrêtez de lui crier dessus. » L'homme devint rouge. « Mais pour qui vous ?»« Pour quelqu'un qui ne se tait plus. » Hélène ne recula pas. « À vous de choisir. » Il regarda autour de lui. Les autres clients observaient. Certains filmaient. Il grogna, prit son sac, sortit en claquant la porte. La barista respira soulagée. « Merci. Il n'y a pas de quoi. » Hélène sourit. « Ne baissez simplement pas la tête. Jamais. » Elle prit son café, laissa un généreux pourboire, sortit. Dans la rue, le soleil brillait. Les gens passaient. La vie continuait. Mais Hélène n'était plus la même. Elle n'était plus la femme qui baissait la tête. Elle était la femme qui avait joué quand on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas, qui s'était relevée quand on avait essayé de la détruire, qui apprenait aux autres à faire de même. Elle marcha vers le conservatoire, d'un pas assuré. Chloé l'attendait là, large sourire. « Maman !» Hélène serra sa fille dans ses bras. « Prête à me voir enseigner ?»« Toujours. » Elles entrèrent ensemble. Mère et fille, pianiste et future pianiste, survivante et espoir. La musique les attendait. Et cette fois, Hélène n'allait plus jamais partir. Hélène a transformé l'humiliation la plus douloureuse de sa vie en une puissante renaissance. Elle a prouvé que le talent n'a pas de date de péremption, que la dignité n'est pas négociable, et que parfois, le moment le plus sombre est précisément celui où la lumière commence à briller. Arnaud Delaroche a tout perdu. Son entreprise a fait face à des procès prud'homo. Les sponsors ont annulé les contrats. Le club l'a expulsé.
Béatrice a obtenu la moitié de ses biens lors du divorce. Théo a changé de nom de famille. Les caméras illégales lui ont valu 3 ans de prison. Et la vidéo? Elle reste en ligne, un rappel éternel que la cruauté a un prix. Mais cette histoire ne concerne pas seulement la chute d'un homme puissant. Elle concerne toutes les Hélènes du monde, toutes les personnes talentueuses, forcées de cacher qui elles sont pour survivre. Tous ceux qui ont baissé la tête pendant qu'on les humiliait. Tous ceux qui ont abandonné leurs rêves parce que la vie a dit « pas maintenant ». Hélène enseigne au conservatoire depuis 6 mois. Elle reçoit des lettres chaque semaine, de femmes de ménage, de chauffeurs, de personnes occupant des emplois qui les rabaissent. Toutes disent la même chose, vous m'avez donné du courage. Chloé assiste aux cours de sa mère tous les vendredis. Elle a commencé ses propres leçons de piano. Elle a du talent, mais plus important encore, elle a un exemple. Celui d'une mère qui n'a jamais abandonné, qui s'est relevée quand on l'a fait tomber, qui a joué quand on lui a dit qu'elle ne pouvait pas. Alessandro est devenu un ami proche. Il a rendu visite à la famille 3 fois. Il organise un récital pour Hélène. Salle Giuseppe Verdi, 1000 places. Les billets sont déjà tous vendus, parce que les gens veulent voir, veulent être témoins, veulent croire que les nouveaux départs sont possibles. Le vieux piano de l'appartement a été restauré, accordé, poli. Il sonne maintenant parfaitement. Hélène y joue tous les soirs. Chloé à ses côtés, apprenant, grandissant, rêvant. Et quant à la musique qu'Hélène a jouée cette nuit-là, celle qui a réduit au silence toute la salle, elle a été enregistrée professionnellement, sortie en single. Rachmaninoff, Renaissance par Hélène Dubois. 500 000 téléchargements la première semaine. Les critiques l'ont qualifiée d'interprétation qui saigne la vérité. Le conservatoire l'utilise dans ses cours. Un exemple de musique avec une âme. Maintenant, c'est à votre tour. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice et êtes-vous resté silencieux? Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire humilier sans rien faire? Cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle fait ressentir quelque chose? Écrivez « oui » dans les commentaires si vous auriez défendu Hélène. Un seul mot. Simple. Puissant. Montrez que vous ne seriez pas resté silencieux. Partagez cette vidéo. Pas pour moi, mais pour toutes les personnes piégées dans des emplois qui les rabaissent, pour tous ceux qui gardent leur talent dans un tiroir parce que la vie a dit « ce n'est pas le moment ». Pour toutes les Hélènes qui attendent le courage de jouer à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que chaque semaine j'apporte des histoires comme celle-ci, des histoires de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, d'injustices réparées, des petits qui battent les grands, de ceux qu'on a fait taire et qui retrouvent leur voix. La semaine prochaine, une histoire encore plus percutante. Un sans-abri est expulsé d'une banque à cause de ses vêtements sales. Les gardes de sécurité l'humilient. Les clients rient. Le directeur exige qu'il parte, mais personne ne sait qui il est vraiment. Et quand la vérité est révélée, toute la banque s'arrête, des carrières prennent fin. Et le sans-abri? Eh bien, ce n'est pas un sans-abri. Il ne l'a jamais été, vous ne voudrez pas manquer ça. Avant de partir, dites-moi, quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Le moment où Hélène a commencé à jouer? L'arrestation d'Arnaud? Son nouveau départ au conservatoire? Ou quand elle a défendu la barista dans le café? Laissez-le dans les commentaires. Je veux savoir. Je veux comprendre quelle partie a touché votre cœur. Parce que ces histoires parlent de vous, de nous tous. De croire que la dignité compte, que le talent mérite le respect, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, sérieusement, du fond du cœur. Votre présence ici est importante. Vous êtes important. Maintenant, allez-y. Écrivez « oui », partagez, abonnez-vous et rappelez-vous, vous aussi, vous avez de la musique en vous. Peut-être que ce n'est pas le piano, peut-être que c'est la peinture, l'écriture, la danse, l'enseignement, n'importe quel talent que vous avez mis de côté parce que quelqu'un a dit que ce n'était pas le moment. Ceci est votre permission. Jouez. On se voit dans la prochaine histoire.